Bonjour, je m'appelle Damien Brunet, je suis substitut général à la Cour d'appel de Paris, en charge des questions de criminalité organisée, directeur de l'ouvrage Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée, paru en 2024, et lauréat du prix du livre de la pratique juridique 2024, décerné par le Code du juriste et le Conseil constitutionnel. À l'heure où tout le débat politique tourne autour de la lutte contre le narcotrafic, et alors même que le Club des juristes et le Conseil constitutionnel avaient décerné le prix du livre de la pratique juridique 2024 à l'ouvrage que j'ai eu l'honneur de diriger avec une trentaine de contributeurs spécialistes de la matière, il apparaissait nécessaire de porter un regard de praticien spécialiste, quel que soit son niveau d'intervention, en première instance, en appel, à la Cour de cassation ou encore d'universitaire, sur la proposition de loi pour sortir la France du piège du narcotrafic, telle qu'adoptée par le Sénat et en vue des travaux parlementaires encore en cours. Alors, notre démarche collective au sein de la commission a été de ne pas faire le choix de l'exhaustivité, mais d'insister sur des points qui nous paraissaient essentiels d'appréhension de la menace et également des solutions pour y remédier. Le premier point, il est relatif à l'état de la menace et à la définition que porte le législateur, sous réserve des travaux parlementaires encore en cours, d'une association de malfaiteurs criminels, que nous considérons comme tout à fait légitime et pertinente pour venir compléter l'arsenal juridique existant, mais également et surtout la précision nécessaire qui nous semble devoir être apportée autour de l'infraction d'organisation criminelle pour détailler la participation, le concours et la direction à la commission de cette infraction. Ça, c'est le premier point. Nous en avons dégagé 6 autres. Le deuxième est relatif à l'appréhension des mesures patrimoniales sur l'articulation entre les différentes infractions de blanchiment ou de recel, puisque on sait bien qu'il faut que le crime ne paie pas. Et il y a pour cela un arsenal juridique qui est déjà étoffé, mais qui mérite peut-être une forme de clarification et de complément pour appréhender dans les meilleures conditions le produit du crime issu donc de la criminalité organisée, avec de surcroît quelques mesures plus pratiques que nous préconisons sur la saisie et la vente avant jugement des avoirs criminels. Le troisième point, il porte, évidemment, il a été au centre de beaucoup de débats publics sur l'organisation institutionnelle, avec, a été cité évidemment la création du PNACO. Alors, nous sommes peu intervenus, nous avons peu réfléchi sur la création du PNACO parce qu'il y a déjà des organes qui s'en chargent. Le garde des Sceaux a nommé une mission pour ce faire. Et l'enjeu sur une loi d'une telle importance est aussi, me semble-t-il, le respect des prérogatives de chacun, si l'on veut qu'in fine, nous disposions d'un arsenal juridique qui prenne bien en compte, bien sûr, le principe d'efficacité de l'enquête, mais également le respect des libertés fondamentales. Donc on n'a pas voulu brouiller éventuellement un message qui pourrait être apporté sur le PNACO. Simplement, on a voulu insister sur le fait que l'action du PNACO ne pouvait être pensée de manière efficace que si elle était aidée en cela, ou en tout cas suivie en cela par une chaîne pénale complète destinée à la lutte contre la criminalité organisée, permettant une filiarisation des effectifs et de toutes les fonctions de la chaîne pénale, mais également une sanctuarisation de ces effectifs. Le quatrième point, il est relatif à le durcissement des conditions carcérales, des conditions d'incarcération des détenus les plus dangereux. Ce point-là, dans le même état d'esprit que celui qui nous a habité pour l'ensemble de nos travaux, nous ne l'avons pas développé d'abord parce qu'il était peu évoqué dans la proposition de loi, il a été introduit par amendement gouvernemental, mais en plus, il relève pour beaucoup de la matière réglementaire. Simplement, nous voulions pouvoir donner notre avis de praticien et également de théoricien sur ce qu'était
la donne en matière carcérale, en droit comparé, ce qu'étaient les règles et les jurisprudences en matière de droit européen, de droit communautaire, et puis ce qui existait dans d'autres pays voisins, comme en Italie ou en Belgique, pour que la vision ne soit pas faussée et qu'on puisse avoir une approche de spécialiste et qui soit rationnelle et reposée. Et puis, un autre axe que nous avons envisagé est celui peut-être central également, qui a peut-être un peu crispé et à notre sens à tort, et c'était pour cela que nous voulions insister sur ce point, c'est sur le suivi de la procédure et les possibilités pour la défense de soulever des nullités de procédure. Il n'est pas question pour nous de dire qu'il faille remettre en cause quelques droits à se défendre. Au contraire, plus un arsenal juridique est offensif et plus il doit être transparent et garant des libertés fondamentales. Simplement, aujourd'hui, la lisibilité du dispositif juridique en matière de lutte contre la criminalité organisée autour du contentieux des nullités mérite vraisemblablement, sinon une simplification, en tout cas une rationalisation. Et donc ce sont quelques mesures techniques d'ajustement que nous proposons, soit directement inspirées de notre étude de la jurisprudence de la Chambre criminelle particulièrement, soit également inspirées de modèles étrangers, voisins, notamment le modèle allemand, autour du traitement des procédures. Un autre point sur lequel nous avons tenu à insister, c'est évidemment le régime des repentis. Il est aujourd'hui très décrié parce qu'il est peu lisible, il est difficile à mettre en œuvre. La proposition de loi telle qu'adoptée par le Sénat et même encore retenue par la Commission des lois semble se diriger vers un statut rationalisé, mais il nous apparaissait important, au regard de notre expérience de praticien, de dire ce vers quoi il était bon qu'il se dirige. Le dernier point que nous avons soulevé est un point qui nous semble important. Il a été peu évoqué dans le débat public et dans les débats parlementaires en cours, mais il nous semble important de le souligner, c'est celui de la place des polices municipales. Car aujourd'hui, on a des polices municipales de plus en plus importantes, de par leurs moyens, de par leurs prérogatives, et elles sont aussi actrices de la lutte contre la criminalité organisée au quotidien par ce trafic de produits stupéfiants qui gêne les riverains, notamment. Et il nous apparaissait important de dire que cette action ne pouvait pas être scindée par rapport à l'action de la police judiciaire au sens large, et que l'autorité judiciaire avait toute sa place pour, de concert avec les élus locaux évidemment, assurer une forme de coordination, parce qu'une lutte contre la criminalité organisée doit être coordonnée si on attend d'elle qu'elle soit efficace. La Commission, dans son rapport, identifie 34 propositions. Parmi ces 34, il me semble que 3 particulièrement doivent être mises en avant. La première, c'est la spécialisation de la chaîne pénale. Il faut qu'en regard du CNACO, il puisse y avoir une chaîne pénale au siège qui soit spécialisée, avec des effectifs filiarisés et même sanctuarisés. Les juges des enfants, les juges correctionnels, les juges d'instruction, les juges d'application des peines, les juges criminels doivent être non plus seulement habilités, mais nommés en tant que tels magistrats spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée. Cela permettra d'avoir une chaîne pénale complète, cohérente et particulièrement affûtée pour traiter des problèmes de lutte contre la criminalité organisée. Le deuxième point, il est relatif, me semble-t-il, au traitement procédural de la lutte contre la criminalité organisée. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de crispations qu'on voit poindre. Notre analyse n'est pas celle-là. Notre analyse est de dire qu'il y a des choses finalement assez techniques et des modifications, je dirais, assez pointues, mais qui finalement ne révolutionnent pas l'équilibre procédural complet, qui permettrait de donner une plus grande lisibilité au régime de nullité des procédures, tant pour les parties que pour les autorités de poursuite. Et puis le troisième point qui semble absolument essentiel, c'est celui du statut des repentis.
Le système a été décrié. Aujourd'hui, on se dirige vers quelque chose qui serait plus lisible. Nous savons que pour lutter contre la criminalité organisée, il faut des leviers forts, et le traitement des repentis est vraisemblablement le premier de ces leviers forts. Qu'un repenti auteur d'infraction criminelle puisse être effectivement repenti, ça nous semble absolument fondamental. Qu'il puisse avoir une lisibilité sur son devenir procédural ou sur les suites que la procédure lui réservera est également absolument fondamental. Il y a des pistes qui ont déjà été dégagées dans la proposition de loi telle qu'adoptée par le Sénat. Il y a des pistes qui sont encore à l'étude devant la commission des lois. Il faut qu'in fine, on puisse avoir une cohérence de ce dispositif qui sera, à n'en pas douter, un outil majeur de lutte contre la criminalité organisée.